lancer le débat, s'il vous plaît. Donc, bienvenue à tous pour ce débat consacré à l'énergie, donc ô combien stratégique. Alors, avant toute chose, je tiens à excuser Alexandre Louisy qui devait animer cette réunion et qui est finalement excusé. Donc, moi, je m'appelle Pierre Gilbert. Voilà, je m'occupe notamment de la rubrique écologie du média en ligne Le Vent se lève. Et j'avais par ailleurs participé à organiser un peu cette série de conférences sur l'écologie. Pour le festival. Et donc voilà, aujourd'hui, on va se poser une question qui est comment construire une France 100% renouvelable. Alors, c'est un sujet qui peut paraître de prime abord assez technique, parce qu'on va parler d'énergie. On va essayer de faire le plus pédagogique possible. C'est le petit challenge que je demanderai à mes invités. Puis si vous avez, vous, des questions d'ordre un peu plus technique, vous n'hésitez pas à les poser. Voilà, ça c'est dit. Donc, je vais peut-être recontextualiser un peu le débat. Pour rester sur nos objectifs de réduction de nos émissions, donc les objectifs que nous fixe le GIEC, voilà, de ne pas dépasser plus 1,5 degré en 2100 par rapport à la période pré-industrielle, et pour rester sur cette trajectoire de réduction d'émissions, il faudrait que nous divisions par 2 nos émissions en 10 ans pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Alors, pour faire ça, il y a beaucoup de choses à faire. Effectivement, il faut transformer un modèle économique en entier. Et on a un triptyque gagnant. C'est la sobriété, l'efficacité et les énergies renouvelables. La sobriété, c'est le fait de faire des économies d'énergie. Mais ça peut être aussi des économies de matières premières. Voilà, c'est le fait de par un nouveau modèle d'organisation, d'avoir moins de déplacements en voiture à faire, de pouvoir consommer moins d'énergie parce qu'on a des logements isolés, par exemple. Bon, ça, c'est de la sobriété, c'est des économies, grosso modo, d'énergie. Ensuite, on a l'efficacité. C'est pour un même service rendu, on utilise moins d'énergie parce qu'on a des machines qui sont plus performantes, des voitures qui sont beaucoup plus légères, par exemple. Et puis ensuite, l'énergie qu'on consomme, il faut faire en sorte qu'elle soit renouvelable, en fait, qu'elle soit décarbonée. 70% des émissions de gaz à effet de serre de l'humanité, c'est parce qu'on brûle du charbon, du pétrole et du gaz. Les 30% restants, c'est ce qu'on appelle le changement d'affectation des sols, c'est le fait de couper des forêts pour faire de l'agriculture ou artificialiser des zones. Mais voilà, donc sortir des énergies fossiles, c'est vraiment le plus grand levier qu'a l'humanité pour baisser ses émissions. Donc, comme je disais, il faut faire attention à ce point-là entre la différence entre une énergie décarbonée et une énergie renouvelable. Une énergie décarbonée, c'est le fait qu'une énergie n'émette pas de CO2. Le nucléaire n'émet pas de CO2. Par contre, est-ce que le nucléaire est une énergie renouvelable? Non, parce qu'il utilise des ressources qui ne sont pas renouvelables, c'est l'uranium, en plus de poser tout un tas d'autres questions. Donc, nous, on va vraiment s'intéresser aujourd'hui au concept vraiment d'énergie renouvelable, à transformer la France en 100% renouvelable à travers plusieurs questions, mais aussi, bon, alors c'est le parti pris des débats au Festival des idées, mais on fait ce qu'on appelle des débats inversés, c'est-à-dire que je vais vous présenter nos intervenants et puis ensuite, c'est vous qui allez avoir l'initiative d'ouvrir le débat. Et donc de poser des questions ou de nous faire part de vos remarques. Et ensuite, je redonnerai la parole à nos intervenants pour y répondre et pour éventuellement commenter des propositions. Parce qu'en fait, chaque débat du Festival des idées se voit structuré autour de 4 propositions. Voilà, 4 idées phares qui sont censées structurer un peu la discussion, mais voilà, on est libre d'aller au-delà et de parler un peu de choses en fonction de ce que vous voulez aborder. Donc, j'ai le plaisir pour ce débat d'inviter, de recevoir 4 invités. Donc, peut-être premièrement sur Zoom, donc on a Serge Vidal qui est délégué CGT d'EDF Recherche et Développement. Là, vous voyez à l'écran Gabriel Siri qui est économiste, donc spécialiste de la finance verte et porte-parole du PS, si je dis pas de bêtises. Donc, si j'oublie des choses dans votre description, vous n'hésitez pas plus tard à compléter. Et puis, à ma table, j'ai Fanélie Carré-Comte, qui est porte-parole d'Enercop, qui est une coopérative de fournisseurs, distributeur d'énergie renouvelable. Et Jean-Yves Grandidier,
qui est PDG de Valorem. Alors Valorem, c'est un opérateur d'énergie, un peu comme EDF, sauf qu'il ne produit et distribue que des énergies renouvelables. Voilà. Donc, voilà pour les présentations. Écoutez, je vous invite à prendre la parole. Donc, on a Pierre qui a le micro. Donc, vous lui faites un petit signe. Et voilà, je vous invite à commencer ce débat inversé. Bonjour. Eh bien, moi, je voudrais commencer par vous présenter l'initiative de la région Centre-Val de Loire, qui est juste de l'autre côté de la Loire, qui a financé en 2015 un scénario de sortie pour un objectif de 100% énergie renouvelable à l'horizon 2050. Voilà, ce scénario est donc plein de bonnes solutions et 100% renouvelable à l'horizon 2050, évidemment, à condition de commencer en 2015. Mais si on commençait en 2021, ça serait très bien. Donc, ce scénario, vous pouvez vous le procurer en demandant à la région ou à l'association Virage Énergie Centre-Val de Loire. Merci. Est-ce qu'on a peut-être... Et oui, et je voudrais aussi, dans votre présentation, vous avez évidemment parlé du nucléaire comme énergie décarbonée. Et donc, je voudrais un petit peu transformer votre phrase en disant que le nucléaire n'est pas une énergie décarbonée, faiblement émettrice de carbone, mais aussi émettrice de beaucoup d'autres choses très néfastes pour le dérèglement climatique. Ben, merci pour cette précision. On a une... Ouais. Bonjour, alors je suis un tout petit peu coincé derrière le... Bougez pas, merci beaucoup. Juste rapidement, bonjour, moi je m'appelle Antoine, je suis membre du collectif pour un réveil écologique. Ma grande question, c'est vous avez parlé qui est sans doute le plus grand défi civilisationnel qu'on a devant nous là, durant le siècle à venir, qui est la lutte contre le dérèglement climatique et qui va mettre directement en question notre capacité à vivre dans un écosystème qui reste adapté à notre société telle qu'elle existe à présent. Ma grande question, c'est on est face en France, qui est dans une situation particulière, à un mix énergétique qui est particulièrement décarboné. Donc la question, que ce soit la question du nucléaire ou des énergies renouvelables, n'est pas une question pour le moment d'impact climatique. La question est effectivement une question d'externalité, notamment sur le nucléaire, de polluants divers qu'on a plus ou moins de mal à régler. Mais moi, ma grande question, c'est face d'un côté à la sobriété énergétique qu'on va devoir mettre en place, qui est essentielle, face de l'autre côté au fait que si on veut décarboner notre utilisation d'énergie hors électricité, on va devoir produire tout de même de plus en plus d'électricité pour la mobilité décarbonée, pour les usages, les pompes à chaleur, etc., etc. Donc du coup, est-ce que l'impératif absolu, c'est de miser sur la transformation de notre mix électrique vers du 100% renouvelable, ou est-ce que c'est d'abord de commencer à décarboner la majorité, voire la totalité de notre production d'énergie? Et ma seconde question, c'est est-ce que vous pensez qu'on est capable de mettre en place un mix 100% renouvelable à l'heure actuelle sans miser sur les technologies qu'on ne possède déjà pas, et ce qui semble être un pari sur l'avenir assez dangereux vis-à-vis des impératifs qu'on a devant nous, et notamment l'urgence climatique? Voilà une question qui peut amorcer. Alors, on va peut-être prendre déjà une dernière question-intervention, et puis ensuite, on refera des tours un peu plus tard dans le débat pour... voilà, on vous écoute, madame. Moi, je suis toujours interpellée par le fait que vous parlez d'énergie 100% renouvelable. Effectivement, l'énergie solaire, l'énergie du vent, c'est renouvelable, mais ce sont des énergies très diffuses et les processus, les dispositifs de captation de ces énergies sont fabriqués de façon pas du tout renouvelable. C'est de l'acier, c'est du béton et c'est fabriqué, c'est une empreinte carbone très importante. Voilà, merci de répondre à ces questions. Bon, bah, écoutez, ça nous fait déjà 3 questions qui sont assez fondamentales. Donc, une première question sur effectivement le poids carbone de l'énergie grise qu'il faut et des matériaux pour construire les éoliennes, les panneaux solaires. Donc ça, c'est un débat en soi sur lequel on va revenir. Et puis, on avait 2 autres questions, du coup, sur est-ce qu'il vaut mieux miser sur un mix 100% renouvelable
en priorité, vous cherchez à décarboner les usages à travers l'électrification notamment, et puis à décarboner ensuite cette électricité-là, puisqu'on est dans un mix électrique qui est déjà assez décarboné. Alors là, j'attire votre attention, peut-être petit point technique, il ne faut pas confondre le mix électrique avec le mix énergétique. Le mix électrique, c'est l'électricité, c'est quelle technologie produit notre électricité. En France, 75% de notre électricité, c'est du nucléaire. Ensuite, on a des barrages, 12%, et puis on a diverses sources, un peu d'éolien, un peu de gaz, même du charbon, malheureusement. Voilà. Par contre, sur toute l'énergie qu'on consomme en France, l'énergie primaire, l'électricité, c'est que 25%. La plupart de l'énergie qu'on consomme, c'est par exemple de l'essence, du fioul, du gaz. Voilà, le pétrole reste majoritaire, c'est 41% de l'énergie primaire qu'on consomme en France. Puis voilà, on a même du charbon, 4%. Voilà, l'électricité, c'est juste 25% de l'énergie. Voilà, c'était juste un petit point technique. Et puis, on avait aussi une deuxième question d'Antoine qui est est-ce qu'on peut faire 100% de renouvelables avec les technologies dont on dispose déjà? Donc, je vais poser la question peut-être à l'un d'entre vous. Alors, pour nos amis qui sont en Zoom, donc Serge et Gabriel, n'hésitez pas à demander la parole sur le chat Zoom et puis on vous branche le micro. Sinon, on passe directement à nos intervenants. Peut-être Jean-Yves, sur ces questions, qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, alors pour la première question, bon, la transition énergétique, c'est quand même de passer des énergies fossiles officielles aux énergies renouvelables, et que cette transition énergétique passera par l'électrification de nos consommations. Aujourd'hui, tu viens de le dire, on a à peu près l'électricité, ça représente 25% de la consommation, et on peut penser que ça représentera une cinquantaine de pourcents à l'horizon de quelques dizaines d'années. Alors pourquoi ça? Parce que déjà, les énergies renouvelables, c'est un moyen efficace, et tu parlais d'efficacité tout à l'heure, de consommer l'énergie. On parlait de voitures électriques. Bon, l'électrification va passer aussi par une grande partie l'électrification du transport. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faudra remplacer une voiture thermique par une voiture électrique un pour un. Je ne dis pas ça. Hein. Mais en tout cas, la voiture électrique, si vous prenez une Zoé, elle consomme 16 kWh au 100 km. Une voiture équivalente type Clio, ça va consommer 60 kWh par kilomètre à peu près. Donc, vous voyez, vous faites une réduction, une division par 4, rien que déjà ça, dans votre consommation d'énergie finale. Il y a aussi les systèmes thermodynamiques, les machines thermodynamiques, c'est-à-dire pompes à chaleur ou voilà, les pompes à chaleur en général, qui sont une manière efficace de consommer l'énergie. L'autre raison, c'est que avec l'électricité, on peut fabriquer du gaz, et en particulier, on peut fabriquer de l'hydrogène. Alors, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de l'hydrogène, mais on verra certainement que ce sera utile dans la transition énergétique. Et puis après, la troisième raison, c'est que les deux énergies renouvelables qui ont le plus grand potentiel de développement aujourd'hui, c'est l'éolien et le solaire. Il ne faut pas croire, la biomasse, elle a un potentiel beaucoup plus réduit, il existe, il faudra l'utiliser, et il faudra justement l'utiliser pour pouvoir satisfaire les besoins de chauffage qui resteront certainement présents. Et puis aussi, la biomasse, c'est aussi pour faire pas seulement de l'énergie, mais aussi pour faire des meubles, pour faire un certain nombre d'autres choses, pour faire du papier, etc., du carton. Voilà. Et à côté de ça, c'est des énergies qui ont encore un très grand potentiel de développement. Alors, l'hydraulique existe, mais il n'a plus de potentiel. On l'a utilisé beaucoup et il représente déjà une part du mix électrique non négligeable, d'un peu plus, entre 10 et 15% à peu près, suivant l'année. Ouais, je ne parle pas de l'air, d'accord. Donc, à côté de ça, l'intérêt de ces énergies renouvelables, c'est qu'elles sont les énergies qui ont le coût de revient le plus bas, le plus faible aujourd'hui. Je pourrais vous donner des exemples, mais on n'a pas le temps maintenant, s'il y en a qui veulent. Et puis, c'est les deux énergies qui sont complémentaires au niveau saisonnier.
Donc, en fait, les besoins dont on parle souvent, c'est les énergies intermittentes, moi je préfère dire fluctuantes, eh ben, ils ne seront pas si importants que ça, parce que en fait, on a du vent en hiver et on a du soleil en été, et bon, il y aura besoin effectivement de stocker, mais en fait, on aura plus besoin, la problématique, ça va être plus besoin de comment on écoule les surplus de production qu'on aura assez régulièrement. Parce que un mix électrique 100% renouvelable, ça va être dedans, l'éolien et le solaire, ça va représenter 80%. Alors vous allez me dire, c'est énorme. Je parle un mix électrique, hein, c'est 80%. Oui, c'est énorme. Oui, mais c'est ce que dit l'ADEME, c'est ce que dit les Allemands avec le Comicraft vers 2, qui est à peu près une étude équivalente à celle de l'ADEME. C'est ce que je dis déjà depuis une dizaine d'années. Donc aussi, ce que j'ai mis dans mon livre, le vent nous portera. Voilà. Et en fait, ces deux énergies, c'est celles-là qui vont remplacer le nucléaire et qui vont le remplacer correctement grâce aussi à leur complémentarité. Par contre, ça veut dire que, compte tenu de leurs caractéristiques, la capacité installée qu'on aura de puissance, en fait, elle passera d'un peu plus de 100 gigawatts aujourd'hui pour satisfaire en fait les besoins de pointe que l'on a en France à 200 gigawatts. Et donc, en fait, la problématique, ça va être plutôt la problématique, effectivement, de comment on écoule ces surplus de production qu'on aura régulièrement. Et un moyen d'écouler ces surplus de production qu'on aura, pour éviter de les déverser, on parle de déversoir parce que c'est ce qui se passe dans les barrages hydrauliques au mois de mai, quand il y a la fonte des neiges, on a trop d'énergie et on déverse. Donc on dit qu'on déverse l'énergie, c'est-à-dire que c'est un potentiel qu'on n'utilise pas malheureusement. Et les solutions pour passer à ce problème-là, eh bien, ce sera le décalage dans le temps d'abord des usages et le stockage dans les usages. On restera les usages de l'électricité au moins des points de production. On fera tourner la machine à laver, à vaisselle ou de linge à midi, le samedi, le dimanche, voilà, plutôt, voilà, et que le soir, entre 18h et 22h ou 21h, là, au moment de la pointe de consommation, on ira stocker dans les usages. Un très bon mode connu de stockage dans les usages, c'est le chauffe-eau électrique. Alors, même s'il n'est pas performant intrinsèquement, mais on pourra mettre du thermodynamique dessus. Et alors, effectivement, le thermodynamique solaire, ce sera certainement la bonne solution au niveau technologique, hein, on est d'accord. Et puis, derrière, voilà, tout ça, ça va nous permettre de flexibiliser notre consommation d'électricité. Et aussi, au passage, pourquoi les gens ils mettent un chauffe-eau électrique? C'est parce qu'on leur donne des tarifs intéressants au moment, la nuit, hein, le tarif jour-nuit, et donc ça permet aussi de réduire la facture d'électricité. Donc ça, c'est très important aussi d'arriver à ce que la transition énergétique, le développement des énergies renouvelables s'accompagne aussi d'une réduction de la facture énergétique et que ça soit un peu le 13e mois qui est cher aux gilets jaunes. Voilà. Et à côté de ça, bien sûr, il y aura les modes de stockage plus classiques, voilà, hydrogène, stockage dans les batteries, et un formidable moyen de stockage dans les batteries, qui ne sera même pas possédé par le système électrique, ce sera la voiture électrique. Même si vous faites 2 fois moins de voitures électriques que ce qu'il y a de voitures thermiques aujourd'hui, hein, c'est-à-dire 15 millions de voitures électriques plutôt que 32 actuellement, mais qui tourneront peut-être un peu plus longtemps, donc qui seront beaucoup plus économes, eh bien, vous avez dans la capacité de stockage de la moitié de la consommation d'une journée. Donc, on va pouvoir faire l'inversion jour-nuit grâce au stockage dans les voitures électriques. Alors, pas que, hein, j'ai parlé aussi avant de stockage dans les usages, mais la voiture électrique, ça va être aussi, c'est vraiment, il y a un bon alignement de planète entre la nécessité de transition énergétique et le développement des énergies renouvelables avec ce verdissement de la mobilité et en particulier de faire de la mobilité électrique ou bien hydrogène éventuellement. Voilà. Eh bien, merci pour cette vision. Alors, j'ai noté que Serge Vidal voulait prendre la parole. Donc, est-ce qu'on peut lui enclencher son micro? Oui, alors bonjour à tous. Plusieurs choses. Bon, déjà, je représente ici la CGT. C'est pas anodin. Enfin, je veux dire par là que je travaille au centre de recherche d'EDF, c'est une chose, mais ceci étant, j'ai eu l'occasion de coordonner l'intervention de la CGT au niveau de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Je parle bien de la Confédération. Alors, je le dis parce que c'est
clair que la CGT, elle se positionne pas dans le cadre du terme du débat qu'on a aujourd'hui. Et c'est pas par religion sur l'existant, hein, c'est vraiment sur les fondamentaux, la décroissance des inégalités, la réponse aux aspirations, la cohésion sociale, que on se positionne en termes de politique énergétique. Et c'est en ce sens où, et je dirais comme l'a dit Martinez, c'est intéressant ces débats pour à la fois se comprendre les uns et les autres, comprendre pourquoi on peut avoir des divergences, mais aussi là où il y a des convergences sur les enjeux industriels, sur les renouvelables, on y reviendra peut-être tout à l'heure dans le débat. Mais sur l'aspect 100%, enfin la première question qui a été posée tout à l'heure, décarboné ou renouvelable, c'est clair qu'on se positionne sur la question d'aller vers un mixte décarboné. Et je signale au passage que alors là je déborde de la CGT, je déborde sur un aspect plus international, mais le Parti démocrate américain qui a sorti son programme a considéré, vient de considérer que le nucléaire faisait partie des énergies décarbonées. Je ferme la parenthèse. Et pour revenir au strict fond du débat aujourd'hui, sur l'aspect renouvelable, enfin 100% renouvelable, il y a 3 domaines. Le débat il faut le distinguer en 3 domaines. Il y a la question de la pertinence, ça a été un peu dit tout à l'heure dans le débat, c'est un peu sémantique. Est-ce que les terres renouvelables, c'est vraiment renouvelable à 100%, et les terres rares ou les métaux rares, mais aussi la question de l'espace. On y reviendra peut-être, mais l'espace, il est aussi consommable, la superficie pour mettre les éoliennes, par exemple. Mais ça, c'est plus sémantique. Le deuxième question, c'est que on considère que ce n'est pas possible de réaliser les objectifs. Tout à l'heure, il y a été la citation de l'ADEME, mais je vous signale quand même que le scénario ADEME a été, je dirais, plus contesté, je dirais démonté. Et je signale aussi que RTE, réseau qui est le réseau de transport d'électricité, mais qui a une fonction officielle étatique de prévision, vient de lancer l'étude de 6 nouveaux scénarios, donc avec un panel de scénarios plus large, et que cette question-là, je dirais que ça a été évoqué pour la région centre tout à l'heure, enfin, on ne peut pas la prendre à la légère, mais c'est un débat très technique. Et je sais que j'ai vu qu'il y a Thierry Salomon en ligne, qui est l'auteur un des auteurs du scénario Négawatt, qui a été repris après par l'ADEME. Il y a des questions très techniques derrière auxquelles on aura du mal en 1 heure à tout approfondir. Mais enfin, on peut l'aborder. Mais il y a aussi une question plus fondamentale, c'est le souhaitable. C'est-à-dire que j'ai tendance, alors même si la CGT ne l'a pas écrit tout à fait comme ça, mais à considérer que ce n'est pas forcément le 100% renouvelable en 2050 ou en 2060, n'est pas forcément souhaitable. Souhaitable par rapport aux conséquences sociales que ça peut avoir. On va y revenir, ça a été évoqué, la baisse des consommations électriques très, très forte que ça induit, et souhaitable en termes de réalisation des objectifs climatiques. Voilà, donc je mets un peu les pieds dans le plat, mais c'est pour quand même positionner le fait que et pour terminer, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas une place croissante des énergies renouvelables, sachant que les énergies renouvelables, elles sont diversifiées. Il n'y a pas que les intermittentes. Il y a des questions sur la biomasse qui ne sont pas simples à régler, des questions sur le stockage qui ne sont pas simples non plus à régler. Et donc, voilà, pour terminer, la CGT, elle considère qu'il faut un mixte diversifié et qu'il faut le décarboner au maximum. Merci. Merci Serge, et merci de mettre les pieds dans le plat. Juste petite précision pour ceux qui sont sur Zoom, on pense notamment à Thierry Salomon, que vous venez de mentionner. Vous pouvez aussi prendre la parole pendant au même titre que les citoyens qui sont présents dans ce café. Donc manifestez-vous sur le chat. Voilà. Fanelli, qu'est-ce que tu penses de tout ce qui a été dit? Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je vais peut-être dire déjà 2 mots en introduction pour bien redire d'où je parle et vous raconter peut-être un petit peu aussi la genèse rapidement d'Enercop. Donc Enercop, fournisseur d'électricité,
100% renouvelable et coopératif, dont moi je suis aujourd'hui la secrétaire générale, pour vous dire ensuite voilà, qu'est-ce qu'on peut amener. Moi, je voudrais beaucoup parler des questions de citoyenneté et de démocratie autour de ces débats. Donc, quelques mots sur l'ENERCOP. L'ENERCOP, en fait, c'est donc un fournisseur d'électricité qui a été créé en 2005, au moment où, en 2005, il y a donc l'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité et où EDF n'a plus, suite aux directives européennes, le monopole de la fourniture d'électricité. Donc, à ce moment-là, un certain nombre d'acteurs de l'économie sociale et du monde de l'environnement se disent, eh ben, on va profiter, entre guillemets, de cette ouverture à la concurrence, beaucoup de guillemets, du secteur de l'électricité, pour proposer un autre modèle de fournisseur d'électricité et de système énergétique. Jusqu'à présent, on avait un modèle qui était fondé sur du 100% nucléaire, sur un modèle centralisé et géré de manière monopolistique. Nous, on veut faire la promotion d'un système décentralisé, fondé sur du renouvelable et géré par les citoyens. Et donc, la genèse d'ENERCOP, c'est de s'appuyer sur ce fameux scénario mégawatt, Pierre l'a évoqué, on l'a déjà évoqué beaucoup dans le débat, qui explique comment est-ce qu'on peut arriver à une France 100% renouvelable en 2050, en s'appuyant effectivement sur 3 piliers sur lesquels je vais revenir parce qu'ils font écho à des questions qui ont été posées, parce qu'on parle beaucoup du renouvelable, mais les 2 premiers piliers sont d'autant plus, sont autant si ce n'est plus importants. Donc le premier, c'est la question de la sobriété. Donc comment est-ce qu'on diminue des consommations en modifiant des usages, et ça c'est extrêmement important parce que la seule énergie qui ne pollue pas du tout, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas. On trouvera de toute façon dans toutes les énergies des éléments de production, d'émission, etc. Donc l'énergie qui ne pose absolument aucun problème écologique, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas. Donc cette question de sobriété, elle est essentielle. La question de l'efficacité, elle est aussi essentielle. Et puis, la question du développement des renouvelables, et donc le scénario mégawatt qui a été repris et bien relayé par plein d'autres acteurs derrière, on l'a dit, explique comment est-ce qu'on peut développer donc, ces énergies renouvelables avec une grosse part qui est accordée aussi aux bioénergies, au biogaz, à l'éolien, au solaire, etc., etc. Et un aspect aussi sur les technologies, parce qu'il y a une question qui avait été posée là-dessus tout à l'heure, qui est la question du développement du power to gas, qui est la question qui permet de transformer du gaz en électricité pour favoriser l'équilibrage entre la consommation et la production. Donc il y a aussi cette dimension technique. Donc voilà, donc ça c'est pour dire que nous on considère que oui, ce scénario 100% renouvelable, il est possible. Et en plus d'être possible, il est souhaitable. C'est ça que je voulais dire aussi. C'est que pour moi, poser ces questions de quel scénario on veut, quelle vision on veut, ça veut aussi dire dans quel modèle économique et social on souhaite vivre. Là, je pense qu'il y a un vrai débat. On est au Festival des idées, donc on a aussi un débat sur le modèle de société dans lequel on veut s'inscrire. Et pour moi, ce modèle donc fondé sur le 100% renouvelable, il est particulièrement souhaitable parce qu'effectivement, il va nous amener aussi à modifier un certain nombre de choses dans nos comportements, dans la façon dont on vit, dans la façon dont on travaille, dans la façon dont on se déplace, dans la façon dont on consomme, pour une vision d'une société beaucoup plus écologique et beaucoup plus juste socialement que ce qu'on vit aujourd'hui dans le système productiviste dominant, avec toutes les dérives qu'on peut connaître, qu'on a encore vu d'autant plus ces dernières semaines et ces derniers mois avec la crise Covid, des dérives de notre système actuel. Donc oui, passer à un système 100% renouvelable, ça veut dire qu'on va se déplacer différemment. Donc ça veut dire qu'on va peut-être moins prendre l'avion, développer les transports collectifs plutôt que les transports individuels, etc. Ça veut dire qu'on va habiter autrement. Il y a des sujets sur l'étalement urbain, il y a des sujets sur toutes ces choses-là, je ne vais pas trop les détailler, mais il y a cette vision. Et pour moi, à l'inverse, je pense aujourd'hui que le système énergétique tel qu'il fonctionne est fondé notamment sur une part importante du nucléaire, implique, lui, l'inverse, c'est-à-dire qu'il ne peut fonctionner que dans un système où on va alimenter les consommations d'énergie et alimenter derrière le modèle productiviste et les excès du système social et économique dans lequel on s'inscrit aujourd'hui. Donc c'est pour dire que cette question de la vision, elle est pour moi essentielle.
Et la deuxième question, et je l'amène aussi parce que c'est vrai et c'est important qu'on ait des débats très techniques. Évidemment qu'il y a plein de questions techniques sur comment ça marche, l'équilibrage, le stockage, le lien entre consommation et production, etc., etc. Mais derrière ces questions techniques, il y a aussi des questions de vision et des questions de choix politiques de long terme. Et je pense que c'est vraiment important qu'on les explicite dans le débat. Et si je peux dire une deuxième chose, la deuxième chose que je voulais amener, et ça fait lien avec ça, c'est la question démocratique. Donc je vous le disais, hein, nous le projet donc Enercop, c'est une coopérative, c'est une société coopérative d'intérêt collectif qui réunit des consommateurs, des producteurs, des collectivités locales, des partenaires, des salariés autour de ce modèle coopératif. Et donc cette question de la participation citoyenne, elle a toujours été extrêmement importante pour nous, et on considère, là on a plein de débats qui sont vraiment fascinants, et je pense que notamment les questions qui ont été amenées par Serge de la CGT, on va y revenir, sur la question sociale, sur la question de la transition professionnelle, etc., sont essentielles. Ce qu'on considère comme un gros problème aujourd'hui, c'est que ces débats ne sont pas suffisamment posés de manière démocratique dans le débat public, et notamment la question de la place du nucléaire dans notre système énergétique et de la façon dont les moyens de la puissance publique, dont les moyens des contribuables sont alloués à faire pérenniser ce système avec les coûts inflationnistes qu'on connaît. On peut parler de Flamanville, on peut parler de Hinkley Point, on peut parler de tous les problèmes autour des EPR, on peut parler de l'épée de Damoclès que représente le coût du grand carénage à venir, le coût de la gestion des déchets, etc. etc. Tous ces éléments-là, qui sont autant de moyens qu'on n'investit pas en parallèle dans le développement des renouvelables, dans le développement de l'efficacité énergétique, et qui sont, moi j'appelle ça un peu l'éléphant dans la pièce en fait du débat autour de la politique énergétique en France aujourd'hui, ne sont pas suffisamment posés. Par exemple, malheureusement, il y a eu la Convention citoyenne pour le climat, la question du nucléaire ne faisait pas partie du mandat des citoyens de la Convention. Bon, ils avaient plein d'autres choses très complexes à faire et ils ne pouvaient pas tout faire, mais donc on n'a pas eu la Convention citoyenne pour débattre de ces questions-là. Aujourd'hui, on a des non-choix politiques quand le président de la République dit qu'il ne va pas décider tout de suite de la construction ou non de nouveaux EPR. En réalité, c'est des non-choix qui sont des choix, parce que tant qu'on ne choisit pas, on entretient le système tel qu'il fonctionne. Et donc, voilà, à quel moment on peut poser ce débat? Après, on peut avoir des avis différents dessus. Les choses ne sont pas simples. Moi, je suis très sensible vraiment à la question des transitions professionnelles, c'est-à-dire si la question de la sortie du nucléaire, elle ne peut pas se faire sans une vraie stratégie d'accompagnement social, d'accompagnement professionnel autour de la question de la reconversion des emplois, etc., etc. Il faut qu'on puisse le poser, mais il faut par contre qu'à un moment donné, on puisse en tant que citoyen avoir notre mot à dire sur ces débats. Et aujourd'hui, on nous impose des choses. Un dernier exemple, il y a un système qui s'appelle l'AREN. C'est un truc un peu technique, mais c'est l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. C'est un marché qui fait en fait que EDF a l'obligation de revendre une partie de sa production nucléaire à ses concurrents, donc aux fournisseurs d'électricité alternatifs, pour faciliter les logiques de concurrence, etc. Il y a une réforme de ce marché de l'AREN qui est en cours aujourd'hui au plan européen, et le gouvernement français fait une proposition pour que ce marché du nucléaire soit reconnu au niveau européen comme un bien commun, et avec derrière un mécanisme de réforme qui va faire en sorte que, par le biais de leurs fournisseurs d'électricité, tous les contribuables seront amenés à contribuer au financement de ce marché nucléaire, y compris pour le financement des nouveaux EPR. Cette réforme-là, elle est technique, elle n'est pas développée dans le débat public, mais elle est quand même pour autant extrêmement importante. On engage là encore des choix citoyens qui sont pas du tout anodins sur cette question, mais sans qu'à un moment donné on puisse avoir ce débat. Et donc, moi je trouve que c'est très bien qu'on puisse débattre de tout ça aujourd'hui dans le cadre de ce festival, pour qu'on puisse au moins se poser la question de la vision de ce qu'on veut, et pas se faire imposer des choix qui ne sont même pas mis en conscience de la délibération collective. Merci. Comme vous le voyez, en fait, en l'espace de 3 interventions, on a posé beaucoup plus de questions que de répondu à des questions. Forcément, puisque l'énergie structure une civilisation. Donc, Fanelli disait, c'est aussi, la question de l'énergie pose aussi des questions démocratiques. On pose des questions techniques, des questions industrielles, comme le disait Serge. Donc, nous, on avait, avec Fanelli, quand on avait préparé ces débats,
on tenait quand même à angler sur quelques propositions. Et parmi ces propositions qu'on avait eues en tête, on s'était dit, voilà, comment est-ce qu'on pourrait faire pour soutenir l'émergence de filières françaises et européennes de production de ces machines renouvelables. Parce qu'on a commencé à l'aborder, mais la question énergétique, c'est aussi une question industrielle. On reviendra sur les autres enjeux qu'on a évoqués un peu plus tard. Mais voilà, pour reprendre un angle, pour angler un peu le débat, et on a cette question de comment est-ce qu'on reconstruit des filières qui sont stratégiques au niveau, voilà, qu'on n'ait pas apporté des panneaux solaires de Chine, par exemple, ou des éoliennes de je ne sais pas où, et du coup, pouvoir aussi récupérer la maîtrise des chaînes de production, de manière peut-être à utiliser moins de terres rares, moins d'énergie carbonée pour construire nos machines éoliennes. Bon, bref, on a tout un tas de questions industrielles. Et qui dit question industrielle, qui dit question de reconstruire des filières, dit aussi question de comment financer tout ça, quelle stratégie publique on peut mettre en œuvre. Et moi, j'aimerais peut-être poser cette question à Gabriel Siri, qui est en Zoom, qui est économiste par ailleurs, de voilà, comment est-ce qu'on fait pour planifier, pour mettre en place tout ça. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci. Alors, si vous entendez, je ne sais pas si vous entendez du piano derrière, c'est normal, je suis vraiment désolée, mais voilà, ce sera comme ça pendant mon intervention. Effectivement, je pense qu'on n'a pas encore parlé de la question du financement et de manière plus générale, la question de, une fois qu'on s'est fixé un objectif, moi, je suis convaincue effectivement qu'il faut aller vers le 100% renouvelable et j'ai bien noté l'intervention de la personne qui parlait des objectifs de la région Centre-Val de Loire. Ce sont des objectifs qui sont partagés aussi dans la ville de Lulu, donc la ville de Paris, où on a un objectif de 100% de renouvelable en 2050. Mais ça, ce sont des objectifs donc, qui sont fixés par la puissance publique, qui va pouvoir tenter de les mettre en œuvre via l'investissement public et via l'approvisionnement pour ses propres usages, également via l'incitation au comportement privé. Mais derrière, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que notamment les entreprises, pour lesquelles le facteur de choix numéro 1, ça va être la question du coût, se dirigent vers ces énergies renouvelables. Et là-dessus, donc je vais peut-être préciser, moi, de la même manière que Fanelli, d'où je parle. J'interviens en tant que porte-parole du PS, mais aussi en tant qu'économiste spécialiste de finances vertes. Donc, en fait, concrètement, je fais aussi les textes au niveau européen avec nos homologues européens, allemands, italiens, qui vont s'appliquer dans le domaine de la finance durable, c'est-à-dire l'orientation des financements des banques, des assurances vers les énergies renouvelables et le désinvestissement des énergies fossiles. Et pourquoi c'est essentiel? Parce qu'en fait, il me semble que tant qu'on a des énergies fossiles à faible coût, on aura un problème. Parce qu'on aura une incitation pour les entreprises qui ne sont pas, je ne parle pas du secteur de l'ESS, mais les grandes entreprises dont la mission numéro 1 n'est pas d'œuvrer pour la transition énergétique, pas toutes les entreprises en tout cas, mais de réussir à être profitables et de diminuer une certaine partie de leurs coûts et notamment les coûts d'approvisionnement en énergie. Et aujourd'hui, l'énergie fossile reste bon marché. Et donc, ça a été dit en introduction, le problème évidemment, c'est que pour atteindre nos objectifs climatiques, il va falloir diminuer drastiquement la part que ces énergies fossiles jouent dans le mix énergétique. Et on a donc le chiffre de 80% en fait, des émissions carbone qui sont suscitées par la combustion des énergies fossiles. Et donc, un mot sur la finance verte qui s'invite beaucoup dans les débats depuis quelques années pour distinguer un petit peu le bon grain de l'ivraie. Le problème de la finance verte, c'est que ça se concentre beaucoup sur la question du vert. Donc, financement du renouvelable, ce qui est évidemment essentiel, c'est aussi l'objet de notre débat, mais derrière, on ne parle pas de financement aux énergies fossiles qui, en fait, ne sont pas du tout en décroissance. Et donc, vous avez peut-être vu le rapport d'Oxfam qui a été publié fin 2018 qui montrait que pour les 6 plus grandes banques françaises, pour 10 € d'investissement dans les énergies, sont 7 € qui vont aux énergies fossiles et 3 € aux énergies renouvelables. Et en termes de tendance, ça s'empire puisque sur les années 2016-2017, on a eu
toujours pour ces 6 plus grandes banques françaises, 2 milliards de plus qui se sont dirigés vers les énergies fossiles et dans une réduction de la même proportion du financement des énergies renouvelables à 2 milliards. Donc, une fois qu'on a posé ce constat, qu'est-ce qu'on fait? L'Union européenne est active sur ce sujet. Moi, en ce moment, je travaille par exemple sur les obligations de publication d'informations par les institutions financières pour les obliger à publier annuellement l'impact néfaste de leurs activités d'investissement, donc de leurs activités de financement sur l'environnement, sur le climat et sur la biodiversité. Donc ça, c'est un exemple de mesure qu'on peut prendre parce qu'évidemment, ça informe les citoyens, ça informe les clients. Les ONG se saisissent de ces rapports et permettent de pointer, par exemple, ce que je viens de citer sur le rapport Oxfam, qui n'est pas forcément connu, et permet aussi d'envisager donc des solutions. Donc moi, à titre personnel, je prône par exemple le fait que si une banque ou un assureur réalise un investissement dans les énergies fossiles, que ça lui coûte beaucoup plus cher qu'un investissement normal, parce qu'on parle d'externalités négatives évidemment, et quand une banque réalise ce type d'investissement, ça a un coût pour la collectivité qui, à mon sens, doit être intégré dans ce que ça lui coûte directement à elle. Bref, le sens de mon propos, c'est de dire qu'on doit s'interroger plus largement que sur les questions techniques de voilà, quel est l'objectif qu'on se fixe. En réalité, quels sont les moyens de la puissance publique pour les atteindre en termes d'investissement, bien sûr. Donc, ça sont tous les objectifs qu'on a cités de 100% d'énergie renouvelable pour les collectivités en 2050. Quelles sont les incitations à fixer individuellement? Donc, incitation à l'achat de voitures électriques, incitation individuelle à la rénovation de logements, mais aussi, de manière plus générale, pour les entreprises, comment est-ce qu'on influe sur les coûts qui sont en fait le déterminant des investissements. Et donc pour moi, en résumé, la priorité numéro 1, au-delà du financement des énergies renouvelables, et ça on y reviendra, mais typiquement sur l'éolien et le solaire, nos constats, c'est qu'il n'y a pas de déficit de financement. C'est-à-dire qu'il y a un nombre de fonds, et je serais intéressée d'entendre Jean-Yves là-dessus, on voit des montants de financement énormes qui se dirigent vers l'éolien et le solaire. Donc de mon point de vue, il n'y a pas de déficit de financement. Donc, il n'y a pas spécialement à aller chercher à encourager ces investissements-là. Ils sont réalisés. Là où il y a un déficit de financement, par contre, qu'on constate, c'est pour les PME qui vont fournir des solutions innovantes de stockage d'énergie, par exemple, de gestion des déchets, si on parle des déchets, si on parle du nucléaire ou de manière plus générale. Bref, il y a une des questions aussi en termes de financement, c'est comment diriger cet argent vers là où il manque aujourd'hui. Et ce n'est pas nécessairement là où on croit. Donc, pour moi, l'éolien et le solaire sont financés à l'heure actuelle. Donc, voilà quelques éléments que je voulais partager. Et donc, évidemment, en conclusion, la puissance publique, pour moi, a la responsabilité et est la seule à même, en réalité, d'atteindre ces objectifs-là, à la fois par l'investissement public, on en a parlé, mais aussi par des mesures de réglementation et d'incitation et de partenariat avec les investissements privés pour mener les grands projets nécessaires à la sobriété aujourd'hui, que ce soit la rénovation thermique des bâtiments, que ce soit tous les projets qui ont été en fait mis en avant par les collectivités qui sont passées, les municipalités qui sont passées à gauche lors des dernières élections municipales. Mais il ne faut surtout pas attendre du secteur privé et notamment du secteur financier privé qui réalise la transition lui-même. Et donc voilà, c'est un peu la limite entre finance verte et greenwashing qui est en fait très très ténue, voilà, de mon point de vue. Merci Gabriel. Donc tu nous dis qu'il n'y a pas de problème majeur de financement du solaire, de l'éolien, mais aussi que les banques en fait continuent d'investir et même davantage dans les fossiles. Est-ce que tu peux nous dire rapidement pourquoi, selon toi, est-ce que les banques, alors malgré le fait qu'il y ait cette pression de la société, investissent de plus en plus? Enfin, on savait qu'il y avait une inertie parce que voilà, mais pourquoi, selon toi, est-ce qu'elles persistent, elles signent
dans cette direction? Oui, bien sûr. Mais en fait, c'est le cœur du sujet pour moi. C'est que aujourd'hui, une banque qui investit, elle va investir d'abord parce que son investissement va être profitable, parce que son investissement va lui rapporter de l'argent. Et c'est, en fait, il ne s'agit pas de jeter l'opprobre sur les banques. Enfin, on peut, et d'ailleurs, les ONG ont raison de le faire régulièrement. Mais une banque, sa mission première, ça va être d'être profitable. Donc, c'est là que quand on a un conflit entre investissement durable et investissement profitable, ça va être le deuxième facteur qui va l'emporter. Donc c'est pour ça que je suis moins inquiète en fait sur la question du financement vert, ce qu'on appelle le financement vert, le financement à l'éolien, le financement aux énergies renouvelables, qui pour beaucoup aujourd'hui suscitent de retour sur investissement et sont profitables. Donc en fait, je ne m'inquiète pas trop, ça se fait assez naturellement puisque c'est adapté, si vous voulez, au fonctionnement du marché. Par contre, là où ça ne l'est pas, c'est sur le fossile qui reste des investissements très profitables. Je vous donne un exemple, enfin, sans le citer, mais beaucoup d'institutions développent aujourd'hui des politiques d'investissement responsable, y compris des banques publiques. Et bien, même pour celles-là, c'est difficile de désinvestir de Total parce que Total, c'est un investissement stable, c'est un investissement profitable parce qu'on connaît l'entreprise, parce qu'on sait qu'on ne prend à ce stade pas un risque énorme, à moyen terme évidemment, et peut-être même à court terme ce sera différent, mais a priori c'est un investissement qui est connu, qui est peu risqué. Et c'est ça le déterminant premier de l'investissement du secteur financier aujourd'hui. Donc c'est bien là qu'on a un problème et c'est bien là que la puissance publique, via la réglementation, doit corriger, si vous voulez, ces incitations qui sont contenues dans les prix et qui ne permettent pas de réaliser la transition. Donc, c'est aussi un avertissement, en fait, que je veux lancer aujourd'hui. Vous avez tous probablement un compte en banque, des produits d'assurance, et vous allez avoir dans les années qui viennent des produits verts qui vous sont proposés. Et moi, je vous inciterai à regarder quelle est la politique d'investissement sur le fossile de votre entreprise, parce que les investissements dans l'éolien et dans le solaire, de la part des institutions financières, aujourd'hui, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'on va financer, certes, de l'éolien, du solaire, peut-être même on va financer des entreprises qui n'ont pas besoin de financement. Aujourd'hui, là où il y a des besoins de financement, c'est ces PME qui vont réaliser des innovations de rupture. Ce n'est pas d'aller financer Tesla, qui n'a aucun problème de financement. Et si vous voulez, vous, votre investissement ou l'investissement de votre banque ou votre assurance dans Tesla, si ça se trouve, ça va financer le séminaire annuel des collaborateurs. Vous ne savez pas exactement, mais ça va être vendu comme un investissement vert. Donc, il faut vraiment se méfier de ça. Et ce qui est le plus essentiel et là où est la clé pour moi de la transition dans le secteur financier, c'est la fin du financement aux énergies fossiles. Et les députés européens de gauche font un gros travail sur le sujet avec l'ambition d'abord d'imposer une transparence, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, une transparence sur les financements accordés. C'est-à-dire que voilà, si telle banque finance un peu de vert, mais en parallèle a augmenté ses investissements dans le fossile, ça doit être reconnu, ça doit être publié, ça doit être accessible comme information pour les clients et les citoyens. Et derrière, à partir de cette information, on doit pouvoir, à mon sens, prendre des mesures beaucoup plus contraignantes d'interdiction de certains types d'investissements. Ça, c'est évidemment la mesure la plus extrême. Entre les deux, on peut aussi renchérir le coût de ces investissements par des taxes, par une obligation, pour ceux qui connaissent un peu sans rentrer dans tous les détails, mais une banque aujourd'hui, quand elle investit, elle doit couvrir son risque en mettant du capital de côté. C'est toute la question de la stabilité financière. Pour préserver la stabilité du système financier, à chaque fois qu'un investissement est réalisé, on demande à une banque de mettre des provisions de côté. Aujourd'hui, quelque chose qui pourrait être fait, c'est à chaque investissement dans les énergies fossiles, on demande une provision beaucoup plus importante. Bref, on frappe au portefeuille. Et là, on est sûr que ça aura un effet. Merci beaucoup pour ces pistes de solutions. On va peut-être refaire une session plus participative. J'ai vu que dans la salle, il y a beaucoup de mains qui se lèvent. Sur Zoom aussi, n'hésitez pas, s'il y a des gens qui sont connectés sur Zoom, qui veulent poser une question, à vous manifester dans le chat. Voilà, donc on a abordé beaucoup de sujets. Donc, je vous demanderai d'être assez concis et, si possible, assez concret dans vos... Donc, on avait le jeune homme ici. Bonjour, c'est pour apporter un peu un autre son de cloche, parce que personnellement je suis contre le nucléaire, mais je suis aussi contre les énergies renouvelables industrielles. Le discours que j'entends depuis tout à l'heure est
pour moi vraiment assez insupportable à tous les niveaux. Je vais commencer par tacler le camarade de la CGT, mais on parle des modèles sociaux dans le nucléaire, on n'a pas parlé des travailleurs précaires et du modèle sous-traitance que le nucléaire a en partie amené à inventer et qui est devenu un modèle de société aujourd'hui. Donc ça me fait bien rire quand on parle de pour arrêter les centrales nucléaires, il va falloir qu'on réfléchisse à un modèle de reconversion au niveau du travail. Il faut peut-être voir un peu les conditions de travail actuellement dans les centrales. Première chose. Deuxième chose, dans tout ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure, le seul mot avec lequel je peux être à peu près d'accord, c'est celui de sobriété. Alors, sobriété industrielle, il va falloir qu'on m'explique c'est quoi la sobriété industrielle. Elles sont où les mines? Elles sont où les mines, en fait? En fait, là, on est en train de parler entre gens qui ont du pouvoir, qui veulent avoir de l'électricité, et en fait, juste, on ne se rend même pas compte de qu'est-ce que c'est que de produire de l'énergie, de fabriquer, de transformer de la matière, on ne réfléchit pas 2 secondes à ça. De quoi on a besoin, en fait? Là, on est en train de défendre un ordre qui est l'ordre électrique, qui est l'ordre qui a été fait par la deuxième révolution industrielle au XIXe siècle. Et cet ordre-là, c'est l'ordre qui soumet toute la planète aujourd'hui. C'est ce qui permet au numérique de se déployer sur toute la planète. Le modèle de surveillance généralisée, vous en avez entendu parler, c'est l'électricité qui finance et qui l'irrigue en énergie. Aujourd'hui, par exemple, pour être très concret, je ne vais pas parler plus longtemps parce que je suis très en colère d'entendre tout ce que j'entends là et ça me confirme sur plein de choses. Mais aujourd'hui, on a des moulins partout en France, on a un héritage artisanal, réel. On a des milliers de moulins qui sont complètement à l'abandon, qu'on est en train de détruire alors qu'ils ont été pensés dans des continuités écologiques tout à fait intelligentes. Et on est en train de nous vendre que les grands barrages, là, qui ont niqué, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé au mois d'avril, au mois de mai, là, il y a eu un grand lâcher d'eau, le lâcher d'eau du barrage, en amont, là, il a niqué toute la biodiversité, tous les oiseaux, il y avait pas beaucoup d'eau dans la Loire était à un très bas niveau tout le printemps. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un grand lâcher d'eau, tous les œufs des oiseaux qui ont niché du coup dans les bancs de sable sur la Loire, se sont fait complètement démonter. Aujourd'hui, EDF fait des éoliennes au Mexique à une échelle industrielle en corrompant toute la population dans un délire colonial mais absolument insupportable. C'est ça dont ils font parler. Parce qu'en fait, et Enercop, je veux bien respecter le dialogue sur le discours sur les coopératives et sur la démocratie, mais en fait, à un moment donné, à la fin, votre élect, là, dans le projet citoyen, vous les mettez dans RTE, et RTE, c'est bien un modèle colonial. En fait, tant qu'on ne va pas changer l'écologie, en fait, c'est on commence par la base et on réfléchit aux besoins réels. C'est une école, qu'est-ce qu'elle a besoin? C'est une infrastructure comme un train, qu'est-ce qu'elle a besoin? Et on ne commence pas à avoir une vision en termes de finances, en termes de macroéconomie, finances vertes, etc. Elles sont où les mines? Elles sont où les mines? Quand on va remettre des mines dans le massif central, on pourra causer. Allez, bonne journée. Il faut rester par contre, parce que le débat peut... Oui, d'accord. Donc c'est pas tout à fait ce que je voulais dire, mais du coup je rebondis un peu sur ce qui vient d'être dit. Je suis vraiment d'accord sur le fait qu'il va partir des besoins et que dans toutes les projections, on doit d'abord sur la sobriété et sur l'efficacité. Par contre, je ne peux pas être d'accord, quel que soit le modèle dans une France à 67 millions d'habitants, dans une Europe, etc., quel que soit le modèle de transport, de ce que tu veux, de production, d'habitat, etc., tu as besoin d'énergie, et je m'excuse, ce n'est pas le moment qui te les donneront. Donc, oui, très bien, on va faire le mieux, mais globalement, tu dois répondre à des besoins sociaux et tu dois avoir une production. Donc, même un objectif à la fois environnementaux, à la fois de sobriété, à la fois sociaux, tu dois quand même, d'une part, penser la transition de l'un à l'autre, et d'autre part, penser quand même à un niveau d'énergie minimal en fonction de besoins dont tu as parlé de tourner sur les écoles, les hôpitaux, tout ce que tu veux. Et les besoins, évidemment, individuels. Et juste sur quoi je veux terminer, c'est le fait de dire ce qui me semble, parce qu'on est quand même 100%. Il me semble que quelque chose qui serait intéressant, ça serait ça aurait pu de présenter des scénarios type ADEME, même si on a été évidemment questionné, comme l'a dit le collègue de la CGT, de dire qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui manque du point de vue des filières de production, c'est vrai, qu'est-ce qu'on peut ces questions au point de vue, etc. Comment est-ce qu'on peut faire des choses au niveau essentiel, puisqu'on a des retards nationaux par rapport parce qu'on a un pays qui est tellement une préférence
qu'on a absolument développé. Aujourd'hui, les mondiales, quand ils s'installent 10 fois plus de renouvelables que les nucléaires, eh bien, c'est effectivement les Danois, les Allemands, les Suédois qui vendent des machines et pas du tout les nôtres. C'est ça. Et quatrièmement, enfin, troisièmement, pardon, je reste sur le niveau territorial qui me semble très intéressant. Là, on vient au niveau du collège, c'est le fait de dire on n'a pas dans un système centralisé on peut avoir des productions au niveau des collectivités. Et ça, on a quand même énormément des énergies renouvelables, avec des dizaines et dizaines de territoires en France qui travaillent à ça, et qui montrent de façon concrète de la biomasse, de l'agronomie, de l'utilisation au photovoltaïque, etc., à la géothermie, c'est vrai. Ce qu'on doit faire, toujours dans un modèle de sobriété, c'est pas la question de rajouter de l'énergie à l'énergie, il faut tenir les deux en même temps, à la fois baisser les consommations et à la fois diversifier les sources d'approvisionnement. Merci. Peut-être, alors on va donner la parole à ce monsieur, mais juste avant, en fait, c'est vrai que sur la question du niveau territorial, nous, ça faisait partie des propositions qu'on voulait pousser dans ce débat, qui était autour de la question de comment favoriser le développement des énergies renouvelables au niveau local, en passant par des structures de coopératives notamment, mais aussi tout en veillant à la péréquation des territoires et à l'égalité républicaine vis-à-vis du service public de l'énergie. Et voilà. Donc c'est peut-être une question auquel Fanelli ou Jean-Yves, vous allez pouvoir répondre plus tard, mais on aimerait bien. Voilà. Je vous en prie, monsieur. Oui, je souhaitais intervenir en fait dans la même ligne de ce qui vient d'être dit concernant effectivement la question de l'usage final de l'énergie. C'est-à-dire que j'ai l'impression que dans le débat qu'on amorce ici, on parle beaucoup du côté réseau, du côté production, et très peu, pas assez, de l'aspect usage final de l'énergie. En fait, on sait qu'en France, on consomme 30 à 40% d'énergie pour des besoins finaux de chauffage et d'usage de chaud totalitaire, enfin des besoins à très basse température, en fait, qui sont essentiellement couverts aujourd'hui par le nucléaire et par des énergies fossiles, ce qui est une aberration totale. Et c'est tout. On a tout un champ de sur l'usage direct de la chaleur. On demande qu'en France, on néglige totalement. Quand même 30 à 40% de l'énergie consommée. Et c'est quelque chose qui peut se gérer au niveau local, justement. Complètement négligé aujourd'hui. Entre aussi des débats sur ce thème-là, solutions de type géothermie, de type solaire, de type biomasse, avoir dans le monde, qui fait que, effectivement, l'offre qui est faite aux consommateurs, basée sur ces solutions-là, tous les opérateurs de type PMI, ces entités qui élaborent, qui fait qu'on n'a effectivement pas de structuration d'une offre décentralisée locale à ces problèmes. La France suisse, par exemple, ces solutions existent, elles sont courantes, ça existe, c'est courant. Merci. Voilà. On va bon, sur cette question, recentrer le débat, moi, ça m'irait parfaitement. J'observe que chaque intervention supplémentaire décentre le débat, mais c'est normal, on s'y attendait un peu. C'est ça qui est fascinant avec ces questions énergétiques. Alors, peut-être donner la parole à Serge Vidal, qui a été questionné à plusieurs reprises. Qu'est-ce qu'on peut...
Oui, alors déjà, désolé, enfin, on a du mal à entendre la salle, donc j'ai pas bien entendu la dernière intervention, mais bon, j'en suis désolé. Oui, en fait, je ne vais pas redire des choses que j'ai déjà dites, juste quand même insister sur le fait que, contrairement au participant tout à l'heure qui a dit qu'il était fâché, nous, on pense qu'il est utile d'avoir le débat. Voilà, je le redis. Effectivement, il y a plusieurs niveaux. La question des usagers, il y a eu un échange que peut-être certains ont vu dans le chat avec Thierry Salomon. Bon, il y a un désaccord, mais on ne va pas tout l'approfondir ici. Il y a la question de l'équilibrage du mix qui est aussi venu dans le chat et qui est une vraie question. Et je veux quand même rajouter que quand on parle de scénario, enfin, il y a vraiment une question de… Enfin, c'est des questions vraiment compliquées, enfin techniques, je veux dire au sens pas compliqué, mais au moins techniques, qui nécessitent de la transparence. Et je dirais à titre personnel, je pense que les scénarios universitaires sont toujours mieux que les scénarios associatifs, qu'ils soient avec ou sans nucléaire, et y compris les scénarios gouvernementaux ont beaucoup de zones d'ombre. Donc, c'est vraiment… on ne peut pas travailler démocratiquement avec des boîtes noires. Mais ce n'est pas du tout une attaque contre Thierry Salomon, c'est vraiment pour tout ce qui concerne les scénarios, et je le dis bien en priorité par rapport au gouvernement. Alors maintenant, là où je voulais intervenir, c'est qu'effectivement, il y a des enjeux industriels et des enjeux qui sont importants. Alors quand même avant, sur les aspects industriels, enfin, sur les aspects des mixtes, on a peu parlé du stockage énergétique. Et enfin, là, tout le monde converge sur le fait que c'est un enjeu important par rapport à l'intermittence des énergies renouvelables qui, de toute façon, doivent prendre une place croissante. Le débat n'est pas là. Par contre, quand on parle de stockage, il y a le stockage hydraulique, hein, notamment ça a été évoqué tout à l'heure, les barrages à l'envers. Mais il y a aussi d'autres questions au niveau du stockage, et notamment est venue dans le débat la question des voitures électriques qui sont liées à des questions de stockage. Et chacun sait que, bon, je ne répète pas, mais nous, on se positionne sur décarboner. La question d'où vient l'électricité, comment est fabriquée l'électricité qu'on utilise dans une voiture est importante, mais c'est autant important de savoir comment sont fabriquées et où sont fabriquées les batteries. C'est vrai pour les enjeux industriels sur les éoliennes, notamment en mer. Et dernier mot que je voulais dire, c'est que, enfin, deux mots. La première, c'est qu'aujourd'hui, en ce moment, la CGT lance une campagne autour d'un plan progressiste de l'énergie. Sa sigle, c'est PPE. Bon, c'est en regard avec la programmation pluriannuelle de l'énergie du gouvernement, qui a deux axes. Enfin, qui a un axe, c'est créer un grand service public de l'énergie et de la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, je pourrais mettre des références parce que on va pas pouvoir, je ne veux pas être trop long, mais c'est le débat qu'on souhaite avoir avec la population. Et effectivement, bien sûr, le camarade a parlé des précaires, etc. Enfin, là, on converge. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est oui, enfin, nous, les questions de nouvelles industries pour créer des mâts d'éoliennes ou des anciennes industries, on ne les oppose pas, mais on pense qu'il y a une transition industrielle à opérer, mais une transition, c'est pas simplement, c'est souvent traité à la légère. On reconvertit pas facilement des gens effectivement de la centrale nucléaire de Fessenheim en des gens qui démontent des bâtiments en béton. Donc, toutes ces questions-là, elles nécessitent un vrai, des débats sérieux avec intervention des salariés. Merci. Alors, on a deux personnes sur Zoom qui voulaient intervenir, donc Thierry Salomon de l'association Négawatt et Sylvain. Je vous demanderai d'être, donc on va leur donner la parole, je vous demanderai d'être assez concis, il nous reste une bonne vingtaine de minutes de débat. Et donc voilà, est-ce qu'on peut voilà, leur donner le… Donc Thierry Salomon peut-être premièrement. Oui, bonjour à tous, vous m'entendez? Ça va? Oui, très bien. Ok, parfait. Oui, je voulais répondre notamment à Serge Vidal, bonjour,
sur plusieurs points et assez rapidement, hein, j'ai bien compris. Le premier point, ça a été évoqué, c'est qu'on est sur des scénarios énergétiques et l'électricité n'est évidemment qu'une partie, et une faible partie finalement du problème. La grande difficulté qu'on a est autour de la mobilité, qui ne peut pas être résolue uniquement par l'électricité, et également autour de la chaleur. La difficulté en France, c'est que le débat porte tout de suite sur une identité entre énergie et électricité. C'est 99% du débat, une espèce d'opposition éole nucléaire qui est finalement assez improductive par rapport à la réalité des problèmes. Deuxièmement, en ce qui concerne un scénario comme Négawatt, qui effectivement est fondé sur la sobriété et l'efficacité, il faudrait avoir le temps de développer ces deux termes qui sont complémentaires. Il n'est pas du tout, comme ça a été évoqué dans le chat, un scénario qui va augmenter les inégalités ou ne pas les réduire. Bien au contraire, je prendrai simplement 3 points rapidement. Dans le cas de la rénovation des logements, il est évident qu'il faut mettre l'accent sur les logements les plus précaires et à ce moment-là, on augmente automatiquement le pouvoir d'achat et la sécurisation des personnes. Deuxièmement, en ce qui concerne les véhicules électriques, on met l'accent sur de petits véhicules urbains et périurbains adaptés. Et là aussi, le différentiel de coût et de pouvoir d'achat est quand même tout à fait considérable et peut engendrer au niveau des ménages les plus modestes et ceux qui sont en périphérie de villes un gain et une sécurisation importante. Et puis troisièmement, contrairement d'ailleurs au nucléaire, qui demain ne sera localisé que sur les centrales de bord de mer existantes. Il ne faut pas se faire d'illusions. S'il y a d'autres centrales éventuelles, ce que je ne souhaite pas, eh bien, elles seront toutes en bord de mer. Eh bien, on assiste à une centralisation très importante, alors que les renouvelables peuvent permettre justement une irrigation du territoire, à la fois sur les problématiques de production, puis aussi dans le cadre d'un scénario de type Négawatt sur tout ce qui relève de l'efficacité et du travail de terrain là-dessus, notamment artisanal et des PME. Donc, on assiste au contraire avec ce type de scénario à un rééquilibrage de l'ensemble des inégalités, qu'elles soient financières ou territoriales. Après, sur le financement, nous, on est pour une contribution qui serait assise au niveau de l'énergie primaire. Pourquoi l'énergie primaire? Parce que c'est l'ensemble des chaînes énergétiques qu'il faut pouvoir taxer. Et le nucléaire a une chaîne énergétique globale qui est entre l'uranium initial et l'électricité finale, qui est très mauvais. Je rappelle quand même qu'on on évacue avec le nucléaire 800 milliards de kilowattheures intrinsèquement par le système nucléaire qui a un rendement relativement faible, 33% de rendement, 35% pour le futur EPR, et donc derrière, on balance en quelque sorte dans l'atmosphère à peu près autant, si ce n'est plus, que l'ensemble des chaleurs nécessaires pour chauffer tous les logements et tout le tertiaire en France. Il faut quand même réfléchir à cette question-là et à ces formidables gaspillages. Et puis, dernier point, je m'arrête là-dessus, après, sur la transparence, puisque ça vient d'être dit. Je voudrais dire qu'on travaille directement avec RTE sur un certain nombre de points pour mieux caler nos modèles. Qu'un scénario comme Négawatt est un scénario, c'est un véritable scénario, ce n'est pas uniquement une vision. Il y a des visions à 2030, 2050. Un scénario, c'est un scénario qui va se coltiner la problématique année par année et mieux encore sur l'électricité heure par heure, avec un modèle qu'on a pu recaler ensuite par rapport à des modèles plus complets, évidemment, qui sont notamment de RTE. Ça montre quoi? Ça montre qu'on n'a pas de problème, ce que confirme aussi RTE, pas de problème sur le stockage et sur la gestion du réseau avant 2035. On a donc à ce moment-là devant nous 15 ans pour résoudre les problèmes et de stockage, intermittence, et variabilité, etc. Problèmes qui sont en grande partie résolus par la diminution de la consommation d'énergie, de façon tout à fait évidente. C'est aujourd'hui, au contraire, le fait d'avoir développé de façon absolument considérable le chauffage électrique qui va nous créer en hiver des pointes qui sont extrêmement difficiles à gérer et tout à fait onéreuses au niveau du système. Donc, on a le temps, on a une quinzaine d'années devant nous, on connaît les solutions,
on a sur d'autres pays des systèmes qui sont en train de se mettre en place, de l'innovation. Eh bien, prenons ce train-là, n'ayons pas peur de le prendre et ne disons pas aujourd'hui, comme je l'ai pu l'entendre, notamment dans la bouche de Jean-Marc Jancovici, demain, à cause de l'éolien, vous ne pourrez pas prendre votre train le matin à 7 heures parce qu'il n'y a pas de vent. Enfin, je veux dire, on est sur des choses qui sont, pour ma part, totalement ridicules sur le plan de cette analyse-là. Voilà ce que je voulais indiquer en disant, pour terminer, qu'on prépare un autre scénario qui sortira, je pense, sur fin 2021 pour actualiser l'ensemble des éléments. Et ce scénario va comprendre des éléments concernant notamment les matériaux, concernant une approche écologique plus large. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup Thierry. Donc, et par là même, tu réponds en fait à une des premières questions d'Antoine, une manifeste étudiant qui demandait si on pouvait faire du 100% renouvelable à technologie actuelle. Donc, a priori, pour Négawatt, c'est oui. On avait Sylvain aussi sur Zoom qui voulait parler. Donc, rapidement, oui, si possible. Oui. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui, donc alors, je suis désolé, j'ai pas toujours tout bien entendu dans la salle et puis j'ai pris un peu les débats en cours de route. Vous m'excuserez, mais je voulais intervenir sur la question du stockage et de l'interconnexion par rapport à un système à 100% renouvelable. Moi, j'ai soutenu ma thèse il y a 2 ans justement sur la question du foisonnement, sur les limites et potentiels météo d'un foisonnement des énergies renouvelables. Donc, je me suis intéressé à cette question-là et j'ai modélisé aussi bien la production éolienne, la production photovoltaïque, la consommation sur les 40 dernières années de réanalyse des données météo. Et ce que j'ai pu constater, pour faire simple, c'est que au cours des 40 dernières années, on a un problème d'équilibrage du réseau, notamment lorsque l'on a, parce que comme c'est des énergies qui sont intermittentes, quand on a peu de vent et peu de soleil, on peut se retrouver notamment sur certains hivers où on a très peu d'ensoleillement, en plus avec un couvert nuageux qui peut être important à l'échelle du continent. On peut se retrouver sur un déficit majeur en vent sur plusieurs semaines. Typiquement, j'ai eu des événements qui sont ressortis qui ont dimensionné mon système de 5-6 semaines pendant lesquelles on a un déficit en vent qui est majeur et qui conduit à des capacités aussi bien en volume de stockage que en puissance, donc ou en puissance de déstockage ou en puissance d'une énergie complémentaire, qui sont importantes parce qu'à certains moments, il faut quasiment être en capacité de complètement subvenir aux besoins uniquement justement avec ce stockage ou des puissances complémentaires autres que l'éolien et le photovoltaïque. Et donc, quand on sait qu'aujourd'hui, le volume de stockage en France dans les steppes et dans les barrages est de 2 heures de la consommation moyenne. Je ne parle pas de la puissance, je parle juste du volume de stockage. On aura un besoin majeur d'augmenter ces capacités si on veut pouvoir tenir un mix 100% renouvelable. Donc après, il y a des évolutions, on va dire, technologiques qui peuvent, dans les années qui viennent, être intéressantes. Notamment, je pense au power to gas, gas to power. Même si le rendement est assez bas aujourd'hui, on devrait pouvoir quand même dire si, dans ce cas-là, pouvoir les surplus de production à certaines périodes de l'année, pouvoir les stocker sous forme de gaz et les réutiliser dans des centrales à gaz en les adaptant un petit peu à ce qu'on a aujourd'hui. Mais il faut prendre cette question-là d'une manière importante, d'autant plus que, comme je le disais, ce déficit en vent sur certains hivers se fait à l'échelle du continent européen. Donc moi, j'avais simplement du vent sur les côtes irlandaises et écossaises, et qui ne permettait clairement pas de pouvoir subvenir aux besoins de l'ensemble de l'Europe. Et donc, le foisonnement permet, à condition que les interconnexions soient suffisamment bien dimensionnées en termes de puissance entre les pays, permet justement de réduire ces besoins de stockage, mais ne permet pas à elle seule de répondre complètement à ces besoins si on regarde
les données météo des 40 dernières années. Donc, c'était mon intervention. Je voulais vraiment mettre l'accent dessus. En s'orientant vers un mix 100% renouvelable ou avec une très forte pénétration du renouvelable, il faut prendre en compte cette donnée-là pour construire un système qui puisse répondre aux besoins de l'équilibrage du réseau et heure par heure, enfin minute par minute, et des besoins de la population. Voilà. Merci beaucoup, Sylvain. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut retrouver tes travaux? Parce que c'est notamment tes… Oui, bien sûr. Mes travaux de thèse sont publiés sur le site des thèses HAL, sur les archives HAL. Vous tapez Sylvain Lassonde, doctorat, limité potentiel météorologique et climatique d'un foisonnement des énergies renouvelables. Et puis vous trouverez mon manuscrit en français. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sylvain. Bon, on va rester encore un peu sur Zoom avant de revenir à nos intervenants présents. Donc, Gabriel, tu souhaitais réagir aussi? Oui, merci. J'ai le même problème que les intervenants précédents, c'est-à-dire que j'ai très mal entendu les intervenants de la salle, sauf la première personne qui était très énervée, mais qui est partie, je crois, ou elle est toujours là, parce que c'était intéressant. Elle est toujours là. D'accord. Je crois. Non, elle est partie. D'accord, bon, peu importe, en tout cas, je trouvais ça en tout cas intéressant de pouvoir en débattre. J'ai entendu que donc, la question de la sobriété était centrale pour lui. Évidemment, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus et ça a été bien exprimé par Fanny Le Carré-Comte en introduction. La seule énergie qu'on ne produit pas, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc, c'est la clé. Pour autant, c'est vrai que les deux secteurs qui sont les plus consommateurs aujourd'hui, ce sont les transports et le logement. Or, il me semble que typiquement, transport et logement, ça fait partie des activités qui sont un peu consubstantielles à l'activité humaine. Ça paraît difficile de croire qu'on pourrait viser une consommation zéro. Enfin, en revanche, après, évidemment, on peut diminuer la consommation et c'est là la question de la sobriété. Et je crois qu'on a des exemples dans nos villes qui sont intéressants. Là, le chiffre est tombé hier. Depuis le début du confinement, le trafic sur les pistes cyclables parisiennes a augmenté de 67%. Et pourquoi ça a augmenté de 67% Parce qu'on a fait des pistes cyclables. C'est-à-dire que ce n'est pas les comportements individuels qui vont changer du jour au lendemain. En revanche, c'est le volontarisme politique et la puissance publique et les politiques publiques qui ont permis cette évolution-là. Donc, on a des pistes sur la sobriété. Après, évidemment, c'est tout à fait lié à notre modèle économique. C'est là que je rejoins donc cette intervention un peu énergique, mais à notre modèle économique et à la société de consommation dans laquelle on se trouve, parce qu'on a une source de consommation majeure et qui me paraît relativement superflue, c'est tout ce qui a trait à la pollution numérique et à ce qu'on nous annonce pour les années à venir avec la publicité ciblée dans les centres-villes ou ailleurs. Donc bien sûr, c'est lié à notre modèle économique et donc il faut réfléchir à cette question de manière globale et holistique. Il faut aussi, je pense, se garder de croire que effectivement le renouvelable serait la solution en elle-même et par là, je vais revenir à ce que je disais dans ma première intervention, c'est-à-dire attention aux définitions, attention à ce qu'on met derrière vert et renouvelable. Typiquement, récemment, j'ai l'exemple d'une banque publique qui a financé un très grand parc d'éoliennes en Bourgogne. Et on peut se dire que sur le papier, c'est bien, sauf qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une espèce protégée a été très fortement affectée par ces installations d'éoliennes qui donc ont détruit plusieurs individus de cette espèce-là. Donc, je crois qu'il y a une question de définition. Il faut évidemment des énergies qui permettent de s'adapter au changement climatique, mais il faut aussi faire attention au volet ne nuit pas à l'environnement de manière générale. Et ça me permet de dire deux mots de l'approche de l'Union européenne actuellement
dans la définition qui est en train d'être élaborée des investissements verts, dont les énergies renouvelables sont une grosse partie, qui s'appelle la taxonomie européenne, dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler. L'approche, c'est de dire on va favoriser. L'idée, c'est d'avoir un référentiel commun pour savoir ce qui convient de s'accorder à financer de manière prioritaire. Et donc, il y a évidemment le critère, est-ce que ça contribue positivement à la transition écologique, mais il y a aussi le critère, est-ce que ça ne nuit pas à l'environnement par ailleurs. Donc ça, je pense que c'est une approche qu'on peut... Je pense que l'approche est positive. Après, dans la mise en œuvre, ce qui est plus problématique, et pour dire un mot sur le nucléaire, c'est que, en l'occurrence, la France ayant fait beaucoup de lobbying sur le sujet, aujourd'hui, le sort du nucléaire dans cette taxonomie européenne, donc cette définition commune de ce qu'est le vert, n'est pas encore résolu. Et donc le nucléaire, effectivement, du fait que ce soit une énergie faiblement émettrice de carbone, pour le moment, est toujours dans le champ des activités qui sont recensées par cette taxonomie. Et donc là, ça va me permettre de faire le lien avec ce sur quoi je voulais conclure. C'est... Aujourd'hui, on ne peut pas se poser la question de la sortie nucléaire sans se poser la question donc, de l'héritage évidemment historique qui est celui de notre pays et qui nous voit avoir 75% aujourd'hui de notre énergie qui en provient, mais aussi du lobbying d'État qui a derrière, qui est inscrit encore dans nos institutions et dans certaines écoles. Et je vais en terminer là-dessus. J'aurais voulu répondre donc à la personne qui était très énervée. Je pense qu'on peut réfléchir au modèle de société idéal. En revanche, il me semble que c'est absolument nécessaire pour la gauche aujourd'hui de partir de l'existant, parce qu'en fait, un des problèmes majeurs pour la gauche au pouvoir, ça a été d'élaborer des programmes parfaits sur le papier qui, une fois arrivés au pouvoir, se voient fortement mis en question par le lobbying qui existe, la situation économique et un manque d'anticipation sur ces questions-là. Donc voilà, je pense que c'est pas inutile de partir de l'existant, même si évidemment c'est une question, celle du 100% renouvelable, qui s'inscrit dans une question beaucoup plus large de notre modèle économique et de notre modèle de société. Merci beaucoup Gabrielle. On a vraiment plus beaucoup de temps. On va prendre encore vraiment 10 toutes petites minutes. Donc Jean-Yves et Fanelli, je vais vous laisser les deux mots de la fin. Donc je vous en prie, vous avez 10 petites minutes à vous partager. Fanelli, je t'en prie. Alors, moi, je voulais réagir sur deux mots en fait qui ont été évoqués à plusieurs reprises dans le débat. C'est le mot territoire et c'est le mot rentabilité. Alors, pourquoi territoire? Ça a été évoqué tout à l'heure par la personne qui citait notamment le réseau des territoires à énergie positive. Et c'est clair qu'en fait, là, tout le débat qu'on est en train d'avoir sur la France 100% renouvelable, il repose aussi sur cette idée d'un changement de paradigme dans le système énergétique, puisque les énergies renouvelables et leur développement ont permis de faire en sorte que l'échelle territoriale, l'échelle locale, l'échelon décentralisé soit de plus en plus central dans le système énergétique, ce qui n'est pas le cas dans le système fondé sur le nucléaire et même les énergies fossiles. Et donc, on voit bien effectivement que le positionnement des territoires, et en particulier des collectivités locales, ça a été cité aussi tout à l'heure avec l'exemple de la région 5, mais il y en a plein d'autres, joue de plus en plus un rôle majeur et central dans ce développement de l'accélération de la transition énergétique et le développement des renouvelables. Et je fais le lien avec aussi un autre terme qui a été utilisé dans le débat, qui est la question de la rentabilité. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ça a été dit à plusieurs reprises, les énergies renouvelables elles sont de plus en plus rentables. Et donc, ça veut dire aussi que derrière va se poser la question des logiques de profitabilité, des logiques d'investissement dans un secteur qui peut générer beaucoup plus de gains et de bénéfices que ça n'a été le cas à un moment donné. Et donc, pourquoi est-ce que j'amène ça? Pour dire que du coup, effectivement, il faut se poser la question, et je pense que Jean-Yves sera d'accord, de quel type de projet d'énergie renouvelable on met en place.
et que effectivement, oui, tous les projets d'énergie renouvelable ne se valent pas. Et Gabriel Siri citait des mauvais exemples à l'instant. On peut avoir avec aussi le fait que ce secteur des énergies renouvelables peut aussi devenir de plus en plus un terrain de business et de marchandisation, des projets d'énergie renouvelable qui sont mal dimensionnés, qui sont mal situés, ou dont les rendements et les bénéfices ne vont pas aller profiter au territoire et à ses habitants, mais peuvent aller alimenter des actionnaires, des fonds de pension, et qu'on n'est pas dans la même logique avec des projets qui vont être portés par des acteurs locaux indépendants. Et donc, je reboucle avec ma question du territoire dont j'ai parlé avant, pour dire qu'un des éléments qui est extrêmement important pour nous dans le modèle Enercop, c'est la question de l'énergie citoyenne, et donc le développement et le soutien en particulier des projets de production d'énergie renouvelable qui vont être portés et gouvernés par les collectivités locales et les citoyens, les habitants, les associations, les coopératives, etc. On a de plus en plus de projets de ce type-là qui se développent. Il y en a un peu plus de 200 en France aujourd'hui. Et on voit que l'avantage, il y a une étude du mouvement qui s'appelle Énergie partagée qui soutient le développement de cette énergie citoyenne. Une étude qui a démontré que la rentabilité de ce type de projet, des projets citoyens par rapport à des projets capitalistes privés, est beaucoup plus forte pour le territoire. Ce sont des projets qui sont 2 à 3 fois plus utiles et rentables au territoire que des projets capitalistes classiques. Et donc, il y a un enjeu à développer ce type de projet qui règle aussi, qui avance aussi la question de l'acceptabilité, de la bonne localisation des projets, parce qu'à partir du moment où on gouverne ensemble, où on décide ensemble, on n'est pas dans les mêmes logiques, encore une fois, démocratiques. Et juste pour dire que cet élément, il est aussi porté au niveau européen, puisque aujourd'hui, les textes européens définissent une notion qui est la notion des communautés énergétiques renouvelables et citoyennes, qui permettent d'inciter les différents gouvernements européens à mettre en place des stratégies pour le développement de cette énergie citoyenne. Et on a typiquement des pays aujourd'hui en Europe, comme l'Écosse ou les Pays-Bas, qui ont dans leurs objectifs énergétiques des stratégies chiffrées de développement de l'énergie citoyenne. Et voilà, je crois que c'est par rapport à tout ce qu'on a pu se dire à l'occasion de ce débat sur la vision de société dans laquelle on s'inscrit et comment est-ce qu'on conduit cette transition vers cette France 100% renouvelable, je crois que cette question du développement de cette énergie citoyenne avec un vrai la question de la recherche de l'intérêt commun sur les territoires est essentielle et que ça fait aussi partie des choses à développer. Jean-Yves, est-ce qu'il y a Oui, c'est bon, vous m'entendez. Moi, je voulais conclure sur 4 points et qui répondront à un certain nombre de questions. Libérer les espaces. La question posée par Gabriel Siri, là, sur le fait que la finance, aujourd'hui, ne finance pas suffisamment d'énergie renouvelable. C'est que, déjà, on n'est pas du tout au niveau des trajectoires qui vont nous permettre d'atteindre les objectifs. La PPE avait dit 3 gigawatts de solaire par an installés par an. On en a fait 1 l'année dernière et on est à 1,5 gigawatts éolien terrestre par an et on en a fait 1, 2 ou 1, 3. Donc effectivement, si on était au niveau des... Désolée, en fait, la question, c'était plus de dire qu'il y a des secteurs, au contraire, qui se trouvent être très financés. En tout cas, nous, d'après les chiffres qu'on a, il y a énormément d'argent qui va dans l'éolien et le solaire. Donc, de notre point de vue, il y a... Oui, mais bon, il en faudra encore plus puisqu'on n'est pas sur les objectifs. Non, c'est pas par rapport à tes arguments, mais voilà, il en faut effectivement, et ce serait un moyen aussi de modifier ce ratio. Et je ne suis pas opposé aux remarques que tu as fait par ailleurs. C'est pas ça. Oui. Et le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que pour ça, il faut libérer les espaces. Il faut libérer les espaces. En particulier, on voit qu'on est très loin au niveau du photovoltaïque. Donc, on fera du photovoltaïque sans toiture, bien sûr, il faut le faire prioritairement. Mais il faut aussi libérer des espaces pour le photovoltaïque au sol. Alors, on a dit que ça prenait beaucoup d'espace au sol. C'est ce que disait Serge Vidal. Eh bien, il faut le faire intelligemment. Et là, je rejoins Gabriel Siri. Il faut que nos projets d'énergie renouvelable au sol, voilà, ce soit aussi des projets qui adressent les enjeux de la biodiversité, qui adressent les enjeux de la désertification, etc. Et en particulier, on peut le faire avec ce que j'appelle le PV, le concept de PV extensif.
où vous allez pouvoir, effectivement, moi je le fais dans les Landes, je recrée des biotopes de landes humides plutôt que de la forêt très intensive, très industrielle, et en utilisant très peu d'espace. C'est même pas 0,5% de l'espace français, et on peut le faire intelligemment. Donc il faut être créatif, et la transition énergétique, c'est aussi de la créativité pour mettre en place les bons modèles, et les bons modèles qui soient bons pour la transition énergétique, mais aussi pour la biodiversité, et aussi pour redynamiser le monde rural. Donc ça c'est important, qu'il y ait des politiques publiques qui libèrent ces espaces, et ça n'est pas le cas. Pour le moment, ça n'est pas le cas. Il y a des oppositions de la FNSEA, de choses comme ça. Donc, il n'y a pas de problème d'espace et on peut le faire intelligemment à ce niveau-là. Ça, c'est la première question, et éviter effectivement d'avoir des problèmes d'achoirs à oiseaux, sachant que les préfets peuvent intervenir pour arrêter ces parcs, et ils l'ont déjà fait d'ailleurs. Donc voilà, ça j'ai fait ces deux premiers points. Sur les aspects industriels, je crois que c'est important, on parle de relocalisation de l'industrie. Juste un exemple qui peut s'appliquer peut-être ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, en France, on a un quart des capacités industrielles de production d'éoliennes offshore d'Europe. C'est-à-dire qu'il y a 2 usines de nacelles et de pales qui sont construites ou en train de se construire en Europe pour alimenter le marché de l'éolien offshore. Eh bien, alors qu'on n'en a aucune en France, ou pratiquement aucune, eh bien, il y a 4 usines qui sont en train de se créer ou qui ont été créées. Il y en a une à côté de Saint-Nazaire, nacelle par General Electric, une de pales à Cherbourg aussi, et deux autres de pales et de nacelles qui sont en train de se créer au Havre par Siemens. Donc, et ça, c'est le résultat d'une politique publique d'appel d'offres qui a insisté sur le volet industrialisation, qui a obligé les industriels à avoir un volet industrialisation et qui, au fond, que les industries peuvent s'installer. Donc, ça, on peut faire pareil sur la batterie, on peut faire pareil sur d'autres choses. Et donc, du coup, de cette usine de GE, enfin ces 2 usines de GE, est sortie la plus grande éolienne du monde. Donc, c'est des usines françaises, d'où sont sorties les plus grandes éoliennes du monde, qui a été installée. C'est une éolienne de 220 mètres de diamètre, offshore, de 12 mégawatts, et qui a été installée, dont le prototype a été installé à Rotterdam. Donc, ça, c'est possible. Le dernier petit point, on parle efficacité, sobriété, ENR. Pour mettre en place ces 3 ingrédients, l'efficacité, ce sera la technologie. Mais il y a besoin d'autre chose que de la technologie. Et effectivement, pour la sobriété, il y aura besoin de politique publique. Gabriel l'a bien dit, les pistes cyclables, parce qu'il y avait des pistes cyclables, des gens ont pu prendre leur vélo et de manière massive. Mais il y a aussi le problème, et ça c'est ce que disait dans la précédente conférence Jean-François Caron, il y a le changement d'imaginaire. Moi, je suis pratiquant de vélo, je fais 4 ou 5 000 km de vélo par an. Quand je dis à des gens, moi je fais 8 km pour aller à mon travail tous les jours, ils me disent, putain, mais t'es vachement courageux. Non, il faut changer l'imaginaire. Il faut que les gens comprennent que faire du vélo plutôt que de prendre la bagnole, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le portefeuille. Voilà, il faut qu'on donne envie et que effectivement on parte des problèmes des gens. C'est ce que disait bien Jean-François Caleron, et qu'on change d'imaginaire. Les gens imaginent. Moi, j'étais avec un chauffeur de taxi. Il me disait, ouais, mais pourquoi vous prenez pas une voiture électrique comme taxi? Vous passerez de 500 euros par mois de consommation de carburant à 75. Je dis, ouais, mais vous rigolez, je vais pas prendre une Zoé quand même à la place de mon taxi. Voilà, il y a un problème d'imaginaire. Ça, c'est vachement important, la représentation qu'ont les gens. Et ça, il faut y travailler. Il y a des politiques publiques, mais le travail sur l'imaginaire, il est vachement important si on veut aller vers des sociétés plus sobres. Il faut que les gens aient envie de le faire. Voilà. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. Merci à tous, merci aux intervenants, merci à vous. Et merci au Dolce Vita qui nous accueille.